Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors on va aborder un sujet, si je puis dire, brûlant, en tout cas ô combien d'actualité, celui de l'usage de l'eau. Alors lors de l'inauguration du salon, Emmanuel Macron a évoqué un plan de sobriété de l'eau. Alors je ne vous cache pas que ça a un petit peu jasé dans les allées du salon après cette présidentielle déclaration. De nombreuses questions se posent. Faut-il stocker davantage d'eau? Faut-il prévoir des stockages souterrains, comme cela se fait par exemple en Italie, dans les Dolomites? Faut-il consommer moins d'eau, renoncer à certaines cultures ou en adapter d'autres? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente. Alors tout d'abord, Frédéric Liévin, vous êtes directeur du marketing et du développement de Semences de France, qui est une filiale d'Invivo. Sébastien Méry, vous êtes agriculteur et membre du bureau d'Irrigants de France. Et Benoît Revol, vous êtes responsable sélection Europe du Nord chez Corteva. Alors, la question est toute simple. Quand on a entendu cette petite phrase d'Emmanuel Macron disant que il fallait lever le pied sur l'eau, qu'il fallait un plan de sobriété de l'eau, je suppose que vous, Sébastien, ça a dû vous faire réagir. Sur un plan de sobriété, les agriculteurs s'emparent de la question eau et sont raisonnables sur la question eau. Mais avant tout, en préambule, il faut dire que la France est déjà sobre sur son usage de l'eau. La France est en retard. Seulement 7% de la SAU est irriguée en France. La SAU, attention, parce que ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des agriculteurs. De la surface agricole utilisable. On est au 9e rang européen. On est derrière les pays du Sud, mais on est aussi derrière les pays du Nord, qui sont le Danemark et d'autres pays, sur la mobilisation de la ressource en eau. Aujourd'hui, on ne mobilise même pas 5% de la ressource en eau renouvelable sur la France en stockage, quand l'Espagne en mobilise 48% et quand le Maroc en mobilise 200% parce qu'il prévoit les années sèches. Donc la sobriété est déjà d'actualité, et le mot de sobriété, je préfère aussi qu'on mobilise aussi de la ressource en eau, parce que sans eau, on ne pourra pas faire d'agriculture. Quand on mobilise de la ressource en eau, ça veut dire? Il faut, quand l'eau est en excès, quand l'eau et en trop-plein, quand on parle d'inondation, parce que si on veut parler de mots simples, il faut pouvoir en réserver une partie et la réutiliser, pouvoir la réutiliser l'été, et ça s'appelle du stockage, et il faut pouvoir stocker de l'eau sur notre territoire pour pouvoir la réutiliser en période de manque et pour pouvoir assurer la production de notre alimentation sur nos territoires. Alors, quand vous parlez de stockage de l'eau, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce sujet très polémique des, entre guillemets, bassines, même si le mot n'est pas très beau. C'est la solution, ça, pour le moment, ou c'est une des solutions? Vous l'avez dit, le mot n'est pas beau. Je préfère stockage, je préfère réserve de substitution, je préfère réserve collinaire. Le mot bassine est à proscrire, et je vous invite à le proscrire. C'est l'une des solutions. Ce n'est pas la solution unique, mais pour pouvoir mobiliser de l'eau pour réussir nos productions agricoles, c'est l'une des solutions qui nous permettra de s'adapter aux dérèglements climatiques. Alors c'est une solution visible. Je citais en préambule l'exemple de l'Italie qui a décidé de les enterrer. On ne les voit pas, les stockages d'eau. Est-ce que ça, c'est une bonne solution finalement de contourner le problème en disant les stockages seront cachés sous la terre? Comme je vous l'ai dit, la gestion de l'eau se fait à l'échelle d'un territoire. Les territoires ont des particularités. Certains territoires sont favorables à des stockages en sous-sol et existent déjà naturellement. C'est le cas des nappes. Enfin, moi, je viens d'un secteur où il y a la nappe de Beauce et c'est un gros stockage en sous-sol. Vous êtes dans le Loiret, c'est ça? Je suis dans le Loiret. Et c'est un énorme stockage en sous-sol, ce qui est une réserve pour les agriculteurs. Mais sur d'autres territoires, on ne peut pas avoir ce stockage en sous-sol. On a de l'eau qui circule d'une manière aérienne, par exemple, ça peut être les rivières, et quand cette eau est en excès, quand cette eau, pour se prémunir des inondations, il faut pouvoir en récupérer une partie et accepter de la stocker en aérien dans des réserves qui vont nous permettre d'assurer l'agriculture, mais aussi peut-être d'assurer d'autres usages, d'assurer la prévention des incendies ou des soutiens d'étiage dans nos rivières. Alors, on voit la gestion de l'eau. Moi, je voudrais aussi savoir si au niveau des semences, il n'y a pas des solutions. C'est-à-dire si la solution ne vient pas du problème. Benoît Revol, je rappelle que vous êtes responsable de la sélection Europe du Nord chez Corteva. Des semences moins gourmandes en eau, c'est un doux fantasme ou ça peut être une réalité aujourd'hui dans les exploitations? Alors, tout d'abord, le métier de sélectionneur date de plus de 10 000 ans. C'est probablement le plus vieux métier du monde. Et donc, la problématique eau est connue depuis très longtemps. Le sélectionneur utilise toute une gamme de techniques
Ils cherchent depuis des années, quelles que soient les cultures, à améliorer un rendement, améliorer un goût, une qualité, des résistances aux ravageurs et une adaptation aux conditions qui sont de plus en plus changeantes. Donc nous, dans nos métiers, au quotidien, le sélectionneur va passer énormément de temps à sélectionner les variétés qui vont répondre le mieux à ces problématiques. La problématique manque d'eau n'est pas nouvelle. J'ai envie de dire, elle ne date pas de dimanche dernier et d'une petite phrase. Donc je crois que tous les agriculteurs aujourd'hui peuvent bénéficier de ces semences qui sont moins gourmandes en eau. Par exemple, Frédéric, des semences moins gourmandes en eau, donnez-nous des exemples de ce que l'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être l'utilisation d'espèces différentes, des espèces qu'on trouve dans des climats plus arides. Après, une plante a besoin d'eau pour pousser, on ne pourra jamais se passer d'eau pour faire pousser les plantes. Et je dirais, moi je vais oser le terme à la mode des cultures résilientes ou des semences résilientes. C'est ce qu'on s'efforce de mettre en marché. Et puis on travaille aussi sur du positionnement, un triptyque de la sélection génétique, mais aussi un triptyque de l'agronomie. Utiliser des variétés qu'on va semer plus précoces pour avoir des dates de floraison différentes et s'affranchir des problèmes de manque d'eau aux dates critiques. Ça, c'est un gros travail qu'on met en place. C'est le premier travail court terme. Par contre, la sélection, ça prend plus de temps puisqu'on est sur des cycles agronomiques en agriculture. Donc, ça va mettre quelques années. Oui. Alors justement, là, on a vu la problématique en 2022. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesuraient pas l'étendue du problème. Là, on l'a vécu en 2022. Alors, je parle sous votre contrôle, Sébastien, parce que vous êtes agriculteur, donc vous l'avez vu dans le Loiret, la pluie qui tombait pas. Cet hiver, une catastrophe. Là, on l'a mesuré aussi dans d'autres lieux, notamment dans les stations de sport d'hiver. Donc l'eau, elle vient à manquer. Vous, là, dans vos secteurs, que ce soit chez Semences de France ou chez Corteva, vous pouvez répondre à la demande dans combien d'années? Parce que vous ne pouvez pas répondre à la demande demain. Non, alors c'est quand même une problématique que chez Corteva, on travaille depuis plus d'une quinzaine d'années. L'objectif, et on en a discuté ce matin avec d'autres intervenants, c'est que on sait que chaque année amène des vraies variations. Il tombera peut-être pas moins d'eau dans les années à venir. Le seul truc, c'est que la distribution de cette précipitation sera probablement plus sur les mois d'hiver et moins sur les mois d'été et d'automne. Donc il faut travailler des variétés adaptées à des conditions différentes. Était mentionné juste précédemment l'adaptation à des nouvelles pratiques culturelles. Et du coup, ça génère des nouveaux objectifs pour les sélectionneurs. Si vous avancez les dates de semis pour éviter un pic de sécheresse sur la floraison, qui est une période très sensible de la plante, vous allez demander à la plante de pouvoir lever, se développer dans des conditions plus froides, plus fraîches au mois de mars, au mois d'avril. Et donc ça, c'est des critères que le sélectionneur peut travailler. Le deuxième volet, c'est une fois qu'on est en phase de la sécheresse, et ça arrive de plus en plus fréquemment, que fait le sélectionneur? On essaye d'aller systématiquement tester sur des réseaux très larges. On a des essais qui couvrent des géographies très très larges et surtout plus au sud, dans des régions plus chaudes et plus sèches. Et alors justement, est-ce qu'on peut envisager des cultures qui soient des cultures du sud, quoi, et les remonter vers le nord? Je crois que c'est déjà quelque chose qui est observé dans une vie précédente. Le sorgho, par exemple. Le sorgho, le tournesol. Le tournesol fait une remontée depuis des années. Les prévisions sur la vigne ou les orangers sont aussi vers la remontée au nord. Donc sur les grandes cultures comme le maïs, le tournesol, forcément, on essaie de voir les adaptations des maturités et on part vraiment du sud vers le nord. Sébastien. Il faut aussi regarder l'efficience des espèces par rapport à l'eau et des cultures par rapport à l'eau. Et il y a des cultures qui sont très efficientes par rapport à l'eau, qu'il faut un faible volume d'eau pour pouvoir développer de la matière et pour pouvoir développer du grain. Je prends par exemple l'exemple du maïs. C'est 450 litres d'eau pour développer 1 kilo de maïs, alors que certaines cultures, il faut 5000 litres d'eau pour développer 1 kilo de matière. Donc il faut pas raisonner forcément au changement, mais il faut raisonner aussi à l'efficience. Et vous avez parlé, mais je vais revenir sur un fait, vous avez parlé de la sécheresse 2022. La sécheresse 2022, en fait, elle illustre, et vous m'avez presque interrogé là-dessus, elle illustre un dérèglement climatique. Moi, en 2022, j'ai vécu une sécheresse de tout le printemps 2022. J'ai eu la chance, dans l'été 2022, d'avoir plusieurs orages et d'avoir une pluviométrie annuelle qui était égale aux précédentes années. Et c'est ça qu'il faut bien retenir, qu'on a parlé de dérèglement climatique, mais au final, le volume d'eau est global sur l'année est le même. Et donc, il faut pouvoir mobiliser une partie de cette eau pour aussi pouvoir la réutiliser. C'est l'une des parties des solutions.
avec la génétique, avec la recherche, avec l'adaptation des pratiques culturelles. Mais la recherche, il lui faut du temps. Il faut du temps pour répondre aux demandes, non? Oui, on est toujours sur des références de 7 à 10 ans. Donc c'est pour ça que quand vous avez posé la première question, est-ce qu'on sera prêt l'année prochaine? J'ai envie de dire, on est déjà prêt. Est-ce qu'on sera prêt suffisamment rapidement par rapport à la vitesse des changements? Ça, c'est le vrai challenge de tous les sectionneurs d'aujourd'hui. Même chose chez vous, chez InVivo? Oui, alors nous, avec nos partenaires obtenteurs, donc les gens qui vont amener les nouvelles variétés, on sait faire de les positionner au meilleur endroit, aux meilleures conditions agronomiques. Et on met en place des techniques qu'on appelle Esquive Plus, par exemple. On va positionner sur des nouveaux critères les variétés pour obtenir le plus de potentiel possible, dont l'eau, voilà, c'est considéré en premier, comme la résistance maladie, etc. Alors, Sébastien, on parlait de 2022. Vous dites, chouette, j'ai eu un moment des orages comme on les aime bien, hein, entre le Loiret, la Nièvre et la Côte d'Or. Et Lyon, j'allais oublier Lyon. Vous êtes quand même fait un peu peur, quoi. Est-ce que la tentation, elle n'est pas grande à un moment de dire, bon, bah, allez, il pleuvra pas, j'arrose, j'irrigue, j'y vais, j'ouvre les robinets? Ça se passe pas comme ça. Sur ma ferme, je pilote l'irrigation. J'utilise des outils d'aide à la décision qui me permettent de valoriser la goutte d'eau. En fait, ma goutte d'eau, il faut qu'elle soit valorisée à 100%. Donc, on n'est pas sur une ouverture de vanne. On est vraiment sur des outils de pilotage qui mesurent la réserve dans le sol, qui vont me dire quand est-ce que je vais déclencher mon irrigation. Et on est vraiment dans le pilotage au millimètre de chaque goutte d'eau. En fait, l'ouverture de vanne me déplaît un petit peu parce que ça laisse l'image qu'il n'y a aucune gestion. Mais en fait, tous les agriculteurs, tous les irrigants gèrent au millimètre leurs ressources en eau. C'est contrôlé, ça, d'ailleurs? Est-ce que c'est contrôlé? Parce qu'on sait que, par exemple, pour prendre l'exemple des stations de sport d'hiver qui ont des bassins qui permettent de stocker de l'eau pour les enneigeurs, il y a un contrôle préfectoral au titre de la loi sur l'eau. Est-ce que vous avez ce type de contrôle? Aujourd'hui, l'agriculture, c'est à ciel ouvert. C'est pas enfermé sous un hangar. C'est dans nos champs et c'est à l'œil de tout le monde. Donc oui, c'est contrôlé aussi par l'administration et c'est à la vue de tout le monde. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs ont la sobriété, ils l'ont déjà adoptée depuis de nombreuses années parce que tous les agriculteurs savent que la ressource en eau est précieuse et la ressource en eau leur permet des productions sur leur territoire, des productions de notre alimentation. Et la part de la recherche est importante dans les entreprises comme les vôtres aujourd'hui pour répondre à cette demande? Benoît et ensuite Frédéric. Oui, la part de la recherche est très importante. Il faut savoir aussi que les investissements sont lourds. Et donc des recherches sur les thèmes comme on aborde aujourd'hui représentent des investissements conséquents sur, comme j'ai dit tout à l'heure, de nombreux pays, de nombreuses stations de sélection. Et il faut avoir en tête que ce ne sont pas des efforts sur une période de 6 mois. Comme on l'a dit, le temps de la sélection est un temps long. Et donc... Frédéric. Ah oui, la part de recherche, c'est très importante pour nous, mais il y a la recherche, comme je dis, sur la sélection, sur la génétique, mais il y a la recherche sur les outils qui vont accompagner l'utilisation de la télédétection, l'utilisation des data pour optimiser au mieux le positionnement de la graine, le cycle de la plante et voilà, aider l'agriculteur dans ses choix stratégiques. Et on développe tout un panel, on apporte des solutions disponibles pour l'agriculteur et les distributeurs. Je voulais quand même juste ajouter, parce que les sélectionneurs donc, passent beaucoup de leur temps à essayer de répondre à des questions. On a quand même des vrais succès. Tout à l'heure, on a parlé d'une technique qui est de changement de pratique culturelle qui permet d'anticiper la date de semis. Les sélectionneurs de chez Pionnier ont, en 20 ans, permis de gagner 20 jours au semis. Et donc, ça permet d'avoir un meilleur rendement au final, du maïs plus sec, donc moins de frais de séchage. Et on sait le coût de l'énergie aujourd'hui avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Et on évite un tour d'eau. Donc, en fait, on est gagnant sur beaucoup de volets. Et c'est un vrai succès des sélectionneurs. Sébastien, vous parliez des moyens que vous avez en disant la dernière goutte d'eau, elle est valorisée. C'est un investissement important pour un agriculteur comme vous d'avoir ce type de dispositif par rapport à ceux qui, j'allais dire, qui le font encore à l'ancienne? On a amélioré les 20 dernières années l'efficience de 30% d'utilisation des gouttes d'eau, de l'eau en agriculture. Mais comme vous le dites, c'est un investissement qui est important par les agriculteurs. Et parfois, c'est supporté uniquement par les agriculteurs. Et cet investissement, il faut qu'il soit aussi accompagné. On a des outils qui permettent, on a la recherche, on l'a cité, et un débat. Faut favoriser la recherche. Et il faut favoriser aussi des méthodes de recherche qui nous permettent d'avoir une meilleure efficience aussi de nos variétés.
Et sur les outils, il faut pouvoir accompagner les agriculteurs pour pouvoir avoir les outils les plus performants. Alors je disais au tout début de cette émission, parmi toutes les questions qui se posent, il y a aussi celle d'abandonner certaines cultures. Vous parliez du maïs tout à l'heure. Si on écoute certains écologistes, par exemple, ils nous disent aujourd'hui, mais à quoi bon faire du maïs puisque ça consomme des quantités incroyables d'eau, donc ça n'a pas de sens aujourd'hui. Vous en pensez quoi? J'en pense, pour citer un chiffre, l'Europe, chaque année, importe, je dis bien importe, 22 millions de tonnes de maïs. Aujourd'hui, ne pas cultiver du maïs sur notre territoire, c'est importer du maïs qui va être produit sous d'autres territoires et qui va utiliser de l'eau sur d'autres territoires. Donc, le fait de ne pas avoir envie, je vous rappelle des chiffres, on mobilise que 4,7% de notre ressource en eau renouvelable en France. On va se dire, on ne va pas cultiver une espèce et on va l'importer d'autres pays sous d'autres latitudes qui n'ont pas la même chance que nous. Non, je pense que c'est une aberration. Il faut continuer à cultiver les plantes dont on a besoin, les espèces dont on a besoin sur notre territoire. Et le maïs est une espèce importante, est une production importante pour notre territoire et pour le marché européen. Quand le président de la République parle de freiner, d'avoir un plan de sobriété sur l'eau, est-ce qu'on n'est pas quelque part, si je vous comprends bien, si j'observe vos chiffres, en train de se tirer une joyeuse balle dans le pied qui permettrait à d'autres qui sont un peu moins regardants que nous d'avoir accès à nos marchés? C'est de la distorsion, mais on parle de sobriété. Aujourd'hui, la sobriété nous fait pas peur. On l'a exprimé de par la recherche, de par l'adaptation des pratiques, de par le matériel. Il y a une forme de sobriété en agriculture et les agriculteurs français ont déjà adopté cette sobriété. Donc elle ne nous fait pas peur. Il faut savoir aussi qu'il faut pouvoir mobiliser de l'eau en utilisation raisonnable. Il nous faudra mobiliser de l'eau avec une utilisation sobre. Je vais reprendre votre expression, une balle dans le pied. Il y a un autre thème qui peut être abordé dans le cadre de la recherche et du développement de variétés résistantes à l'eau. Il y a des nouvelles technologies de sélection qui sont en ce moment en discussion au niveau de l'Europe, qui ont été adoptées dans d'autres ou sur d'autres continents. C'est aussi un sujet à ouvrir quand on essaie de se comparer à la concurrence mondiale. Oui, Frédéric. Oui, et puis moi je dirais que lorsqu'on est en période de disette, on fait marcher notre cerveau, on va trouver des nouvelles solutions. L'agriculture française est très créative. Elle a su se réinventer par des nouvelles crises. Donc là, on a le problème de l'eau, les aléas climatiques, et il y a tout un importeur de nouvelles solutions et qui vont dynamiser l'agriculture pour garder nos productions sur notre territoire. Et ça, c'est très important, plutôt que d'aller les importer. Et là, on va créer d'autres problèmes. Et alors, il y a des pays dans le monde qui connaissent ces problèmes, pas uniquement, j'allais dire, sur le continent africain. Je pense notamment à Israël. Est-ce que entre chercheurs, entre entreprises de ces pays-là et nous, il y a des connexions pour échanger, peut-être pour avoir un partage d'expérience et peut-être lancer des cultures ou d'autres façons de cultiver différentes? Si la question est pour moi, les grandes entreprises semencières, mais également les grands instituts de recherche, collaborent sur beaucoup de projets. Et donc, il y a beaucoup de passerelles entre cultures. Donc, on apprend. Et alors moi je voudrais, Frédéric, d'un mot. Oui, il y a un tissu collaboratif énorme au niveau de l'international dans l'agriculture. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'échanges entre les partenariats publics, privés, européens, mondiaux. Et ça apporte énormément de richesse pour la ferme France. Par exemple, on cultive des nouvelles cultures, la moutarde d'Abyssinie, qui est moins demandeuse d'eau, qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans. Voilà, c'est extraordinaire tous les partages qu'il y a. Sébastien, je voudrais qu'on termine avec vous. Est-ce qu'il vous agace pas un peu les consommateurs aujourd'hui ? Parce qu'ils veulent, j'allais dire, le beurre, l'argent du beurre et la camionnette du laitier. Ils veulent des produits sans aucun problème quand ils ont fait à leurs courses. Par contre, ils ne veulent pas que vous les fabriquiez avec de l'eau. Ils ne veulent pas que vous les fabriquiez, que vous utilisiez tel ou tel type de produit. Ils sont un peu schizophrènes, les consommateurs, non ? J'irai pas dire ça. Faut savoir que il y a plein de consommateurs là devant nous. Faut savoir que dans les végétaux, c'est 85% d'eau. Donc quand on consomme une tomate, on consomme de l'eau. Je ne tape pas sur les consommateurs. Je vais à leur rencontre, expliquer, comme je fais sur ce plateau. Il faut qu'on continue à expliquer et il faut qu'on continue à vulgariser ce qu'on fait dans nos parcelles agricoles. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Semence Mag. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semence. À bientôt.